Bon, alors bonjour José, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien autour de la déprescription médicamenteuse. Donc vous êtes la présidente de l'association Pemphigus Pemphigoïdes France. Donc vous êtes malade vous-même et puis à ce titre vous écoutez aussi de nombreuses personnes malades au sein de votre association. Donc là, quand je vais vous poser des questions que vous allez répondre, ce sera bien sûr vos réponses, mais aussi vous porterez la parole de beaucoup de personnes qui sont atteintes de maladies qui nécessitent la prise de beaucoup de médicaments et qui sont des maladies chroniques. En effet, je suis atteinte moi-même d'une maladie auto-immune qui attaque la peau et les muqueuses depuis 18 ans. Et même en période calme et sans pousser de cette maladie, j'ai 8 à 9 médicaments, parce qu'en fait il y a des médicaments pour maintenir la maladie, la contrôler, et puis très vite on a des médicaments pour les effets secondaires des premiers médicaments. Donc on se retrouve avec des problèmes cardiaques, des problèmes d'ostéoporose, donc on se retrouve avec des anticoagulants, des diurétiques, des tas de médicaments. Voilà. D'accord, donc on peut dire que vous connaissez bien, on va dire la problématique de gérer au quotidien de nombreux médicaments. Et donc, pour vous, le terme de déprescription, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors la première fois qu'on m'en a parlé, pour moi, ça a été un soulagement. L'impression qu'on soulevait un couvercle, qu'enfin il y avait peut-être la possibilité de revoir la prescription. Prescrire finalement, c'est imposer. On vous donne une ordonnance, on ne discute pas. Et bon, malheureusement, on sait qu'on l'applique ou on ne l'applique pas. Je pense qu'on verra ça un peu plus tard. Mais donc, c'était la possibilité à la fois de revoir la relation avec le médecin et de revoir aussi la façon dont l'arsenal thérapeutique pouvait être élargi et où peut-être on pouvait trouver des solutions qui ne soient pas médicamenteuses. Donc pour moi, c'était tout à fait positif. Par contre, quand nous en avons parlé au sein de l'association, il est arrivé plusieurs types de remarques, dont une première qui était vous êtes des enfants de cœur, vous pensez que la déprescription ce sera tout plein positif, alors qu'en fait, étant donné que la sécurité sociale veut faire des économies, simplement ils vont cesser de prescrire et ce sera nous qui serons mal soignés ou pas suffisamment soignés. Donc c'est quelque chose auquel il va falloir être attentif et il faudrait plutôt lutter contre. Et certains autres malades craignaient que la déprescription ce soit la définition pour chaque maladie d'un traitement type et qu'en dehors de ce traitement type, il ne puisse pas y avoir d'adaptation au malade, qui a peut-être des impossibilités, des interdictions, des allergies, etc. Mais que tout ce qui sortirait de ce traitement type ne soit pas pris en compte. Et puis on a eu un troisième type de réaction qui venait d'une femme américaine qui a vécu au Québec et qui disait si la déprescription qui a eu lieu ou qui est en train d'avoir lieu au Québec a pu être mise en place, c'est parce que le cannabis avait été en vente libre
et que tout ce qui était relatif aux problèmes de sommeil, aux problèmes d'anxiété, aux problèmes de douleur avait pu être résolu par le patient lui-même et par le cannabis. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu des prescriptions. Bon, nous n'avions aucune expérience dans ce domaine, donc on a dit qu'on était très intéressés, on a vu qu'en France, une petite fenêtre s'ouvrait à ce sujet-là, mais enfin, nous n'avons aucune expérience dans ce domaine. D'accord, donc ce qu'on peut constater, c'est que finalement ce terme déprescription, il est assez ambigu et finalement en fonction de ce qu'on met derrière. Donc vous, c'était plutôt une relation différente avec le médecin, une nouvelle façon de prescrire en quelque sorte. Pour les autres personnes qui se sont exprimées, j'ai l'impression que c'était plutôt quelque chose qui était imposé et à la personne malade. Et donc, en fonction de ce qu'on met derrière ce terme des prescriptions, finalement, ça soulève des émotions et une opinion qui peuvent être effectivement très, très variables, puisque finalement, ce n'est pas la même chose dont vous parlez. Oui, finalement, il semble que ce soit un terme en effet très ambigu, qu'on peut interpréter de façon diamétralement opposée, et qui puisse être dangereux parce qu'il soulève des craintes, des peurs, de cesser d'être soigné ou d'avoir des soins qui soient adaptés à un état de santé particulier, à des maladies particulières, etc. Donc ce terme est peut-être mal adapté. D'accord. Donc, est-ce que des personnes ont proposé un autre terme qui leur conviendrait mieux? On n'a pas été encore jusque-là. D'accord. Donc, à réfléchir. Voilà, à réfléchir. Mais en tout cas, pour l'ensemble des personnes, est-ce que vous pensez quel serait finalement le besoin qui pourrait correspondre aux personnes malades qui serait derrière cette vision positive de la déprescription? Qu'est-ce que vous en attendriez de cette déprescription si c'était dans la vision positive? Je vais vous décrire un petit peu la façon dont apparaît la relation aux médicaments à travers ce qu'on a pu voir, nos enquêtes au sein de l'association. Les malades en général réclament des médicaments et en veulent pour tout ce qui pourrait leur arriver. Ces médicaments, ils vont chez le pharmacien, ils les prennent et ils en ont plein leur armoire à pharmacie. Par contre, ils ne les prennent pas ou ils les prennent de façon très parcimonieuse parce que depuis 2 ou 3 ans, on a vu monter une peur du médicament, une angoisse face aux médicaments dont sont particulièrement responsables d'une part les notices des médicaments. Avant, il y avait un recto verso, bon, on n'y faisait pas très attention. Maintenant, il y a 4 pages, des effets secondaires affolants. On y rajoute ne prenez pas ce médicament si, et comme on ne comprend pas les termes qu'il y a après ceci, on se dit, bon, le résultat, c'est les malades ont tous l'impression qu'ils s'empoisonnent et que, en se guérissant de quelque chose, ils se rendent malades par le médicament. Donc, ce médicament, on va le prendre 1 jour sur 2, on va le prendre pas le week-end, on va le prendre pas les vacances, et les gens disent souvent pour laisser souffler mon corps, de façon à ce que je récupère du médicament. Donc, on se trouve avec des gens qui ont beaucoup de médicaments, qu'ils mettent de côté pour le cas où, être prêt s'il y avait une aggravation, mais au final, plus de 50% de ces médicaments sont jetés. Donc, ce qui me semble un peu dramatique, c'est qu'il y a une perte de confiance vis-à-vis du médecin, à qui on ne dit pas qu'on ne prend pas selon la prescription.
le médicament qui vous est prescrit. Parce que si on le lui dit, on a eu beaucoup d'exemples de malades qui nous indiquaient, le médecin répond, c'est pas la peine que vous veniez me voir si vous ne prenez pas les médicaments que je vous indique, et je ne veux pas le savoir. Et par ailleurs, beaucoup de malades essayent des remèdes non médicamenteux. Quand ils sont en pleine poussée, ils essayent de voir un guérisseur, ils essayent de prendre des plantes, ils voient un acupuncteur, ils essayent l'hypnose, etc. Et quand ils en parlent à leur médecin, quand ils osent en parler, on leur dit je n'y connais rien, je ne peux rien vous dire à ce sujet-là, mais vous avez 9 chances sur 10 pour tomber sur un charlatan, tant pis pour vous. Donc le dialogue est rompu. Et dans ce terme de déprescription, je me disais, c'est peut-être aussi une remise en cause de cette ordonnance qui nous est imposée. Et la possibilité d'un dialogue, d'une ouverture, pour que le médicament ne soit pas un refuge pour le malade et ne soit pas le seul lien d'intérêt que lui manifeste le médecin. Donc il y a une grande attente de revoir la façon de prescrire et d'ouvrir la prescription à des éléments non médicamenteux. Donc si je comprends bien, le médicament, il est à la fois perçu comme rassurant, parce que le fait de l'avoir dans sa pharmacie, on se dit au cas où j'aurai toujours ça sous la main. Et en même temps, il est perçu très dangereux, en tout cas plus dangereux qu'avant, du fait que voilà, les notices sont inquiétantes et incompréhensibles. Internet n'arrange rien non plus. Voilà, et que finalement ce qui d'habitude pouvait rassurer le patient, c'est-à-dire le lien avec son médecin qui pouvait lui expliquer des choses, où il y avait un dialogue, finalement on a l'impression qu'il y a ce lien de confiance n'est plus vraiment là, ou rarement là, ou insuffisamment là en tout cas, pour pouvoir faire que finalement la prescription ne soit pas quelque chose d'imposé par le médecin à la personne, mais plutôt vous souhaiteriez une réponse aux besoins de la personne, voilà. Et plutôt finalement une construction à deux, on pourrait dire. Oui, parce que le malade a de plus en plus l'impression qu'on traite la maladie et pas la personne. Donc la personne, elle a une série de contraintes de par sa famille, sa façon de vivre, elle est seule, elle est en institution, elle est hébergée chez des enfants. Bon, il y a toute une série de contraintes que très souvent le médecin ne connaît pas, on n'a pas le temps d'en parler, et tout ça va rejaillir sur ce que le malade va pouvoir prendre comme médicament, la régularité. Dans nos maladies, il faut passer de la pommade sur tout le corps, des dermocorticoïdes. On ne peut pas faire ça tout seul. Quand on vous dit qu'il faudra faire ça 2 fois par jour, vous demanderez une infirmière. Mais les infirmières, comme il faut percer des bulles, nettoyer, etc., ça va prendre 3/4 d'heure. Si l'ordonnance n'est pas bien rédigée en indiquant que c'est un soin long, qui va nécessiter 3/4 d'heure, comme un grand brûlé, etc., l'infirmière ne va pas accepter. Donc le soin ne va pas être fait, ou il va être fait devant mais pas derrière, ou alors il sera fait par un enfant qui va venir 2 fois par semaine. Donc toutes ces conditions dans lesquelles le médicament peut être pris, si elles n'ont pas pu être dites, expliquées, on va s'étonner que l'observance soit mauvaise, et ça n'est pas en essayant de fliquer le malade. J'ai eu quelques médecins qui disaient on va faire rapporter les tubes vides. Bon, rien n'est plus facile que d'appuyer sur un tube et de le vider avant de le rendre. Puis c'est pas l'objectif, hein. Il faut pouvoir oser parler au médecin, qu'il ait le temps
et qui comprennent le contexte dans lequel vit la personne et la façon dont elle ressent ses médicaments et dont elle pourra ou non les prendre. Et ça, il faut qu'on le reconstruise, quoi, totalement. Donc finalement, le premier temps de cette nouvelle façon de prescrire, ce serait d'abord un temps d'écoute de la personne malade et de finalement, quelles sont les contraintes dans sa vie quotidienne pour pouvoir les prendre ensuite en compte quand on va établir finalement le traitement ensemble. C'est bien ça? Oui, ce qui veut dire qu'il y a un énorme travail à faire du côté des patients. D'accord, donc il y a un travail du côté des professionnels pour qu'ils soient plus à l'écoute, si je comprends bien. C'est plus que plus à l'écoute, parce qu'il faut qu'ils connaissent les thèmes sur lesquels il faudrait éventuellement interroger le patient. Parce que dans un premier temps, dans l'association, nous essayons d'aider les patients à préparer la consultation suivante. Et on voit qu'ils ne savent pas par où commencer. Donc on a fait une liste d'éléments auxquels il faut qu'ils pensent. Est-ce que j'ai des problèmes de sommeil, de digestion, d'angoisse, etc. Puisque c'est d'abord ça qu'ils ressentent. Ensuite, est-ce que j'ai des symptômes? Mais ils ne savent pas ce que c'est que le terme symptôme. Donc là aussi, faire très attention au vocabulaire qui bloque les malades. Et quand on entend un mot qu'on ne comprend pas, on n'entend plus ce qu'on dit après. Donc ça aussi, il faut que les médecins en tiennent compte. Mais donc il y a un gros travail à faire auprès des malades pour qu'ils osent reprendre la parole et qu'ils osent dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent, éventuellement qu'ils fassent des propositions. On est très très loin d'avoir des malades qui sont en état de poursuivre ce dialogue. Donc il y a un travail à faire des deux côtés, long, me semble-t-il, du côté des malades que du côté des médecins. Voilà, un changement d'attitude finalement des deux côtés. Voilà, pour qu'on puisse avoir une information suffisante du côté du malade pour qu'il puisse devenir partenaire et que l'ordonnance soit un peu comme un contrat. Je m'y engage parce que j'ai compris, parce que je suis d'accord et parce que ça prend en compte aussi ce que voilà, et d'autre part si quelque chose ne va pas, voilà, j'appelle à tel endroit, c'est-à-dire que les risques je les connais, les éléments auxquels il faut que je sois attentif, je les connais, les signes de rechute, on me les a expliqués, et voilà le numéro, ou voilà l'endroit où je peux appeler tout de suite sans commencer à bricoler moi-même dans l'ordonnance qu'on m'a donnée à l'aveugle, avec tous les risques que ça comporte, bien sûr. Alors moi, évidemment, en tant que gériatre, je pense aussi aux patients qui ne seraient pas forcément capables d'être partenaires actifs parce qu'ils ont des problèmes, par exemple, de mémoire ou des choses comme ça. Et alors, comment vous voyez les choses pour ces personnes ou finalement qui seraient un petit peu plus vulnérables, qui ne seraient pas dans la possibilité de pouvoir dire moi mon choix c'est ça et qui seraient un peu plus en retrait par rapport à cette relation? Alors malheureusement, parmi nos 7 maladies auto-immunes bulleuses, nous avons 2 de ces maladies qui concernent des gens très âgés. 75, 80, 90, les pemphigoïdes bulleuses atteignent des gens très âgés. Donc nous avons affaire aux aidants. Et ces aidants, qui sont en général des fils ou des filles, réclament, comme les malades quand ils sont conscients et capables de le faire, des ordonnances justifiées. Et nous avons commencé grâce à l'expérience de l'hôpital de Lunéville à mettre au point des ordonnances qui expliquent d'abord qu'ils sont tirés à la machine, donc qui sont lisibles alors que l'écriture du médecin ne l'est pas,
et des ordonnances qui vont expliquer ce médicament est pour le cœur, celui-là pour les reins, celui-là pour, etc. Et à l'autre bout de l'ordonnance, après le nom du médicament non commercial et DCI, puisque la DCI entre dans tous les noms des génériques, la posologie, en n'oubliant pas d'expliquer ce que veut dire à jeun. On a beaucoup de malades qui ne savent pas ce que ça veut dire, parce que c'est quand même un terme qui n'est pas utilisé tellement fréquemment. Expliquer aussi, quand on dit que des médicaments doivent être pris à la même heure, expliquer pourquoi, l'intérêt que ça représente, etc. Tout ça, on peut faire des petites notes sur l'ordonnance pour l'expliquer. Et puis, terminer l'ordonnance par un commentaire sur la façon dont le médicament agit. Tel médicament permet de faire baisser la tension, etc. Bon, un petit commentaire qui explique à quoi sert le médicament. Et cette ordonnance justifiée, qui peut aussi se compléter des risques qu'il y a à ne pas prendre régulièrement le médicament, etc., va permettre à l'aidant de comprendre ce qu'il y a à faire, d'aider et de suivre. Et les malades conscients chez nous la réclament, et nous sommes en train d'essayer dans nos centres de référence d'obtenir que nos médecins acceptent ce travail supplémentaire, qui à la limite n'en est pas un, parce que tout ça peut être mis sur ordinateur, dans la mesure où dès qu'on prescrit tel médicament, la petite phrase qui correspond sur son action apparaît, et donc tout ça est fait. Puis ça aurait l'énorme avantage de permettre aux malades de relire l'ordonnance à haute voix, voilà, et de pouvoir en discuter, que cette ordonnance soit une proposition et que, bon, on en discute et qu'elle devienne, après éventuellement modification, l'élément sur lequel on va baser le travail commun. Donc c'est pas la simple information vis-à-vis de la personne, hein, c'est ça, mais bien s'assurer de finalement comment la personne a compris les choses, parce que c'est vrai que parfois on a un problème, comme vous le soulignez, justement de langage. En tant que professionnel de santé, on va dire des termes qu'on pense compris de tous, comme à jeun, comme on disait tout à l'heure. Pathologie ou des choses comme ça. Et en fait, on ne se rend pas compte, on a l'impression d'informer très très bien les personnes, et en réalité, elles ne comprennent pas forcément la même chose derrière le terme. Hein. Comme d'ailleurs, le terme des prescriptions n'est pas perçu de la même manière selon les gens. Donc il faut qu'on fasse bien attention finalement de ce que la personne a réellement compris. Hein, c'est comment elle comprend ce que vous lui dites. Et c'est vrai que c'est doublement nécessaire, parce que après, elle va devoir expliquer dans sa famille. Elle va pouvoir décrire, et il faut qu'elle soit en capacité de comprendre ce qui lui arrive et de l'expliquer à d'autres. Et donc, si on ne le fait pas, la personne qui garde sa maladie pour elle, ou ça crée, enfin bon, nous ne sommes pas non plus ni médecins ni psychologues, mais on se rend bien compte que intérioriser tout ça ne facilite pas les choses. Hein. Et la possibilité de discuter avec le médecin, c'est la possibilité de se réapproprier sa santé et de prendre conscience qu'on a une capacité à guérir, et que être passif n'aide pas à mobiliser cette capacité à guérir. Donc très important aussi pour finalement comme une motivation. Tout à fait. Et au sein de la famille aussi. Donc beaucoup de travail devant nous tous. Donc la déprescription, donc si on voit la vision finalement positive, et qui serait finalement le besoin des personnes malades, ce serait plutôt une nouvelle relation avec le médecin, pour finalement que la prescription soit quelque chose qui naisse d'une discussion en fait entre la personne malade et le médecin.
Donc si je comprends, ce type d'action de déprescription, vous n'en avez pas l'expérience aujourd'hui concrètement, soit vous ou d'autres personnes. C'est pas vraiment quelque chose qui est réalisé actuellement, ce type de relation. Les seuls exemples que nous ayons, nous, en tant que malades, c'est les déprescriptions que nous faisons à l'aveugle, nous-mêmes, en prenant plus ou moins les médicaments et en les remplaçant par d'autres thérapeutiques non médicamenteuses. Nous n'avons quasiment aucun malade qui n'ait vu un acupuncteur, un homéopathe, un guérisseur, etc. Tous ont cherché à un moment à obtenir une solution qui ne soit pas passée par les médicaments. Et il y a une énorme demande de recherche de solutions non médicamenteuses, en particulier pour tout ce qui est le sommeil, la douleur. Donc les gens se tournent en ce moment énormément vers l'hypnose. Ils aimeraient pouvoir en parler avec leur médecin. Et les médecins disent bien, nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas formés, enfin ceux qui sont les plus ouverts. Et on ne peut pas prescrire quelque chose dont nous n'avons pas la preuve. Nous avons la médecine de la preuve actuellement. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut très vite arriver à ce que des chercheurs s'intéressent à rechercher la capacité d'efficacité de ces différentes thérapeutiques non médicamenteuses? Je ne sais pas, c'est pas mon métier, mais il est possible que si on veut que les médecins les prescrivent, les intègrent, il faille peut-être passer par des études et des recherches sur lesquelles ils puissent s'appuyer et qui leur permettent de les rassurer. En tout cas, il faudrait au moins qu'ils connaissent mieux finalement les véritables indications ou contre-indications de ces thérapies non médicamenteuses et qui peuvent justement permettre par ailleurs d'éviter d'avoir recours à des médicaments qui sont... Et puis puisqu'on nous dit vous allez tomber dans les mains de charlatans et que c'est par le bouche à oreille que tout ça se répand, essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça et que ces thérapies non médicamenteuses puissent intégrer l'hôpital et qu'elles puissent faire partie de la façon dont on se réalimente, dont on retrouve le sommeil, dont on réapprend à bouger, etc. etc. D'accord, qu'elles soient intégrées finalement à l'arsenal thérapeutique disponible dans le parcours de soins de la personne. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et alors on a beaucoup parlé des docteurs et ça paraît être vraiment le professionnel, effectivement, c'est lui qui prescrit, hein, donc la déprescription le concerne en premier lieu. Mais est-ce que vous voyez une place pour les autres professionnels de santé justement dans cette nouvelle démarche qui consisterait finalement à établir ensemble, avec la personne malade, sa thérapeutique. Donc par exemple, je pense aux infirmières, aux pharmaciens, aux autres professionnels de santé. Oui, on parlait tout à l'heure des chercheurs pour lesquels il faut quand même qu'on voit si on souhaite des évaluations de ces thérapies non médicamenteuses, mais bon, le médecin évidemment. L'infirmière, j'allais dire, c'est souvent déjà le cas. Elle est beaucoup plus proche du malade, qui parle plus facilement à l'infirmière, et l'infirmière a un langage souvent, heureusement, plus simple que celui du médecin. Donc l'infirmière, bien sûr, peut aider, et même quelquefois des aides-soignantes sont de fort bons conseils et de bonne écoute aussi, hein. Et elles peuvent finalement réexpliquer, réinformer, s'assurer de la compréhension. Et est-ce qu'elles peuvent aussi être la porte-parole aussi du patient vers le
le médecin, par exemple? Alors ça, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même un rapport hiérarchique extrêmement fort entre infirmières et médecins. Et quand la parole du malade déconstruit ce que pense le médecin, je ne suis pas sûre que quelqu'un qui est salarié, dépendant, puisse se permettre ça. Certaines ont peut-être pris et sont capables de prendre la liberté de remettre en cause finalement ce que pense ou dit le médecin. Pour d'autres, c'est peut-être plus difficile de les mettre en porte-à-faux. Donc, si elles sont autorisées à redire textuellement ce qu'a dit le malade, bon, mais enfin, ça demanderait à être un peu creusé. D'accord, donc cet aspect-là, finalement, c'est pas quelque chose qui est actuel, actuellement, c'est pas quelque chose que vous constatez. C'est difficile de s'opposer à un médecin. C'est ça. Donc même si c'est le patient qui a dit telle ou telle chose, c'est difficile même pour un professionnel de santé d'aller porter ça au médecin si ça contrecarre ce qu'il a prévu. Je pense parce que à ce moment-là, l'infirmière est presque au même niveau que le malade. Elle n'intervient pas en tant que professionnelle, mais en tant que peut-être personne normale qui a une réaction. Il me semble une difficulté là on peut peut-être la résoudre, c'est peut-être. Alors vous parliez d'autres acteurs, il y a bien sûr les pharmaciens qui sont proches du malade, donc la proximité est quelque chose de très important quand même, et qui connaissent tout d'elle, à la fois ce qu'elle achète sur prescription et ce qu'elle achète en dehors des prescriptions, puisqu'il y a maintenant les dossiers pharmaceutiques qu'on est censé pouvoir ouvrir et qui, d'après ce que j'ai compris, sont déjà ouverts, souvent sans que le patient sache même que c'est une possibilité. Et il y a deux choses qui sont peut-être un peu gênantes vis-à-vis du pharmacien. D'une part, le fait, entre guillemets, qu'il sait tout et que le malade ne souhaite pas que certains éléments de sa vie, s'il a pris des antidépresseurs, s'il a eu des périodes hallucinatoires, il a entendu des voix, il a eu des médicaments, disons, santé mentale, etc. Il ne souhaite pas que tout ça soit connu, soit ouvert, soit... Donc, bon, il y a une petite distance là qui est... jusqu'où est-ce que le malade veut aller dans la familiarité avec le pharmacien. Et la deuxième chose, c'est que le pharmacien est quand même un commerçant, il est payé à la boîte, et je vois mal comment il aurait tendance à participer à la déprescription, sans amener à pousser justement aux compléments alimentaires, aux probiotiques, prébiotiques, machin, etc. etc. C'est quelqu'un d'utile, quelqu'un d'informé, mais quelqu'un qui a peut-être des conflits d'intérêts dans le cadre de la déprescription. Point d'interrogation, là encore, je ne sais pas. Donc, en tout cas, il faudrait imaginer que sa rémunération ne soit pas uniquement liée au nombre de médicaments achetés. Le pauvre, il faut qu'il vive, je voilà. pense. Donc, il faudrait imaginer qu'il soit rémunéré pour faire aussi, par exemple, du conseil ou il le fait déjà. Voilà, il y a déjà ce genre. Comme j'ai des anticoagulants, il m'a inscrit sur sa liste de je ne sais pas quoi, et soi-disant on devait se voir régulièrement pour je ne sais pas quoi non plus. Bon, je ne l'ai pas revu. Donc le payer pour du conseil, c'est peut-être pas suffisant, je veux dire. L'argent n'est pas toujours la solution dans ce cadre-là.
C'est parce que, comme vous disiez, finalement, comme il a comme un conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il est uniquement rémunéré par rapport au nombre de boîtes vendues, ça va être difficile qu'il soit un acteur de la déprescription, c'est-à-dire finalement que les médicaments peu utiles pour la personne, ils ne soient pas amenés enfin, qu'ils soient amenés justement à plutôt lui déconseiller. C'est-à-dire que, autant que je me souvienne ou ce que j'ai pu apprendre, il ne touche pas grand-chose sur les médicaments de la sécurité sociale. Et il se rattrape, si on peut dire, sur de la parapharmacie, très souvent. Donc, si on pousse aussi à des solutions non médicamenteuses dont cet arsenal ferait partie, bon, je pense qu'il ne faut pas se lancer à l'aveugle là, et que ça demande là aussi... D'accord, donc c'est plutôt un petit warning, on va dire une petite inquiétude que voilà. Finalement, si voilà. On commence à déprescrire, on n'essaye pas au contraire, de reporter tout ça sur d'autres produits qui seraient en plus non remboursés, donc du coup qui aggraveraient des inégalités. Non remboursés et non surveillés, quoi, oui, quand même. Hein, c'est ça. Bon. Donc, ça ouvre une boîte, je ne sais pas si on peut l'appeler de Pandore, mais il y a beaucoup de réflexions à mener, peut-être, avant de mener des actions, hein, pour ne pas se retrouver devant des choses qu'on n'a pas prévues et qui sont plus nocives que... Absolument. Oui, c'est ça, nocive. Oui, oui, oui. Donc on voit que finalement, moi si j'ai bien compris, ce que vous attendez d'une démarche de déprescription, on va dire positive, ce serait une nouvelle relation entre le médecin et plus généralement les professionnels de santé et la personne malade. Et ce serait une manière finalement de construire ensemble la thérapeutique, mais où il y aurait... Pour ma santé, pour ma personne, voilà. Et non pas pour ma maladie. Exactement, donc qui prendrait en compte justement toutes les contraintes, mais aussi les besoins de la personne malade. Donc ce ne serait pas la même thérapeutique d'une personne à l'autre, même si elles ont la même maladie, oui. Et les mêmes symptômes, et ce serait différent. Donc ce serait vraiment personnalisé. Ce qui nécessiterait finalement d'écouter déjà la personne. Qu'elle soit pas aussi capable de s'exprimer. Il y a un gros travail, il y a des années que le malade ne s'exprime plus, parce que le médecin n'a pas le temps, parce que, etc., c'est pas la peine, il m'écoute pas et tout. Donc on a un énorme retard, et je crois qu'il faut cesser d'appeler le malade un patient. Ça n'a aucun sens, ça agace, parce qu'ils ne se sentent pas patients du tout. Et d'autre part, mon patient, comme dit le médecin, ça a un côté horriblement paternaliste et tout, donc bon, c'est une personne malade, c'est bien. D'accord, donc derrière le terme patient, c'est vraiment une vision du médecin qui gère tout. Voilà, c'est ça, c'est son patient. D'accord. Voilà, bon, on n'est pas son patient. Et apprendre finalement avec le médecin à mettre la maladie à sa place et rien qu'à sa place dans sa vie. Ça éviterait ce qu'on trouve quelquefois chez des personnes, la maladie envahit tout. On vit en fonction de la maladie. Et si par hasard il y a des bonnes périodes et qu'on pourrait reprendre une vie normale, on ne sait plus. Parce que l'intérêt, l'existence qu'on a, c'est par rapport à la personne malade. On n'est plus que ça. Oui, et que ça. Si on cesse d'avoir des médicaments, etc., on n'est plus rien. Donc le malade est envahi par sa maladie, par son médecin, ses relations avec l'hôpital, etc. Il n'y a plus que ça. Et nous, on a beaucoup de mal après, en tant qu'association de malades,
à dire « attendez, il y a une vie à côté ». Donc comment faire pour que la prescription s'inscrive dans la vie, mais ne coupe pas cette vie et ne rende pas au malade ou ne donne pas au malade un statut de patient qui fait que c'est plus sa vie normale, avec une maladie, avec etc. D'accord, mais il change de statut par ce terme de patient et il change de vie, il change de mode de vie et c'est très envahissant et c'est très dommageable parce qu'il faut pouvoir mener une vie à côté et avoir envie de la mener et se sentir capable de la mener. Et je pense que le médecin est là pour rétablir ça et aider à rétablir cette envie de vivre. C'est ça. Donc il doit aider le patient finalement, enfin la personne malade, voilà, à rétablir sa santé. À rétablir sa santé voilà. Et donc être plutôt un accompagnateur. Et à bien faire en sorte que la maladie soit un élément de la vie, mais pas... Parce que quand on vous annonce un diagnostic de maladie chronique, etc., on a très souvent l'impression que la vie bascule. Et que, voilà, il faut que je vive autrement, je ne vais plus pouvoir, ceci, cela, etc. Donc, comment éviter ça? D'accord, il y a la maladie, mais vous avez vos centres d'intérêt, mais vous avez ce que vous aimez, mais etc. Et tout ça, il faut poursuivre. Donc, que la maladie s'inscrive, puisqu'on ne peut pas faire autrement, mais elle s'inscrit dans la vie. Et non pas changer la vie, donner un autre statut. Et si on abandonnait ce terme de patient qui donne un statut qui, à mon avis, est dommageable quoi, pour le malade. D'accord. Et dernier point quand même, bien penser à la demande vraiment insistante des malades d'avoir des thérapeutiques non médicamenteuses. Hein. Donc on voit que, en tout cas, ça nécessiterait finalement un travail de la part des personnes malades, ça vous avez bien insisté, et des professionnels de santé pour qu'ils finalement soient dans cette démarche finalement de collaboration, voilà, coopération avec un chemin à faire pour arriver à cette nouvelle façon de faire. Oui. Et la responsabilisation du patient, sa capacité à comprendre qu'il est capable de guérir et qu'il a des responsabilités dans ce cadre-là, il faut aussi éviter la culpabilité, parce que très souvent, pourquoi moi, pourquoi j'ai cette maladie, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc culpabilité et esprit critique, il faut qu'on arrive à éviter ces deux écueils en gros. Hein. Donc il y a du travail à faire du côté des professionnels, du côté des usagers, mais j'ai entendu aussi de la déprescription elle-même. Vous avez dit aussi du côté des chercheurs sans doute, oui. Et puis probablement aussi les institutions, parce qu'on voit qu'elles ont un rôle potentiellement dans tout ce qui est thérapie non médicamenteuse. Bien sûr. Pour pouvoir permettre cette déprescription, on voit que chacun a un rôle. Et qu'il va falloir travailler de tous les côtés pour qu'on puisse arriver à cette nouvelle démarche. Ces thérapies non médicamenteuses ou dont les médicaments ne font pas peur, je pense à l'homéopathie, si quelqu'un prend un médicament homéopathique et que ça lui réussit, même si des médecins pensent que ça n'est qu'un placebo, mais si l'effet placebo marche, il faut absolument le faire fonctionner. Je veux dire, ça fait un médicament de moins. Ça fait donc, je pense que le fait de ne pas prescrire des médicaments, c'est quelque chose qui n'est pas dans notre logique, puisqu'on en attend encore la guérison d'un côté, et d'autre part, je pense que le médecin se sécurise en donnant des médicaments. Il a fait son travail, son devoir, Tout le monde est rassuré. Voilà.
Mais finalement, le médicament n'est pas pris, si je comprends. Voilà, et on est là devant une erreur des deux côtés, et c'est dramatique parce que quand le médecin voit que le malade n'est pas guéri, mais il ne sait pas que le médicament a été mal pris, il va doubler la dose ou changer de traitement, donc on va à l'absurde, quoi. C'est ridicule, il faut qu'on remette carte sur table. C'est ça. On pourrait dire que chacun est derrière son petit voile. Et puis là, il serait temps de lever le voile. Mais le voile est devenu trop épais, là, vraiment. Ah oui. Et donc là, il est temps de le soulever voilà. Pour vraiment avoir une discussion en vérité, voilà. En fait. Hein. Et à parité. C'est ça, à part égale. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Voilà, donc il faut pour ça que l'information soit donnée, les explications soient données. Et peut-être l'expérience aussi de la personne malade reconnue, oui. Parce qu'elle a aussi des connaissances finalement à travers son expérience. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu aussi le rôle des associations de malades, parce que d'une série d'expériences individuelles, il nous faut tresser tout ça pour faire une connaissance collective. Et donc, ça met un certain temps et l'expérience individuelle est vraiment personnelle. C'est ça, mais elle peut. Et donc, il faut qu'elle soit aussi reconnue pour adapter la thérapeutique au plus près de cette expérience. Elle est beaucoup discutée entre malades, affinée. Finalement, elle s'exprime de façon différente, mais qu'est-ce qu'elle a en commun, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? On a un gros travail dans les associations pour arriver justement à rendre utilisables ces expériences de vie qui puissent être transmises. C'est ça, oui. Il y a une portée plus générale. C'est ça. Et je pense que ça peut aider le médecin à partir du moment aussi où il y a ces connaissances collectives qui sont élaborées sur les maladies en question. D'accord, écoute. Merci beaucoup, José. Là, je crois qu'on aurait pu parler pendant des jours et des jours, parce que beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. Mais c'est vrai que nous découvrons cette notion de déprescription, donc intéressante mais dangereuse. On a compris qu'en tout cas, il fallait peut-être travailler sur le terme. Oui, parce qu'il peut être mal compris et dresser le malade un peu plus contre le médecin. Alourdir le voile. Qui ne voudrait plus soigner et qui ne voudrait plus prescrire et qui... Donc là encore, une erreur de compréhension de plus. Donc un terme trop ambigu et qui, donc, dans sa mauvaise acceptation, pourrait en fait, au contraire, de rapprocher les personnes malades des professionnels de santé, au contraire, augmenter encore les barrières entre eux, et ça, ce serait vraiment dommage. Les difficultés qu'on rencontre. Donc, on compte sur vous pour nous proposer des termes. On a bien vu, ça doit venir des deux côtés. Voilà, première chose, on va travailler ensemble sur un nouveau terme. Voilà.